C'est la brusque apparition d'une tempête Warp à la périphérie du système de Korava qui a attiré l'attention de l'Imperium. Et pas juste de l'Imperium. Après des centaines d'années de négligence de la part de la garde impériale, presque toutes les forces de la galaxie ont fondu sur la planète Korava, assoiffées par la domination et la victoire. 3 races l'occupent depuis longtemps. La garde impériale, son maître supposé, les tribus d'orques de Korava 2, que la garde n'a jamais réussi à éradiquer, et les Nécrons, qui étaient restés assoupis depuis plusieurs milliers d'années dans le sol de Korava 3. D'où sont venus les Space Marines du chaos? Et comment? Personne ne le sait. Ont-ils suivi la tempête Warp? Ou est-ce que c'est eux qui ont appelé la tempête? Les deux sont apparus soudainement sur Korava 4, et en un clin d'œil, la moitié des forces impériales du système disparurent, tuées ou englouties par la folie du chaos. Très rapidement, les autres rejoignirent Korava. Les Space Marines, les super soldats de l'Imperium, s'installèrent sur Korava 2, dans le but de nettoyer à jamais le système des orques turbulents et des marines du chaos, leurs ennemis jurés de toujours. Les Tau apparurent ensuite, pas très loin, sur une lune de la planète. Afin de protéger leur empire discipliné des conséquences de la folie humaine, les Tau cherchèrent un moyen de contenir la tempête Warp, et dans le même temps, d'étendre les frontières de leur territoire. Sur leur lune, ils bâtirent une puissante forteresse. Et puis, ils l'armèrent d'un canon capable d'atteindre et de détruire les autres planètes. Dans les déserts de Korava 3, les Nécrons, peut-être réveillés par le tumulte causé par la tempête Warp, assemblèrent lentement leur terrible légion. En réponse à cela, des portes Warp, longtemps inutilisées, s'animèrent enfin. Et les Eldar arrivèrent, prêts à affronter leurs sombres et redoutables adversaires. En même temps, dans l'ombre d'un antique portail, les Eldar noirs sortirent furtivement des profondeurs opaques de la toile. Agissant comme des charognards, ils survolaient le champ de bataille. Et quand tous étaient épuisés par les combats, ils n'avaient plus qu'à descendre et profiter du festin. Les dernières arrivantes, et peut-être les plus redoutables, furent les sœurs de bataille. Jeunes femmes pieuses et messagères de la foi en l'empereur Dieu. Elles étaient venues purger ce système de la corruption et de la fange. Leur foi les rendait fanatiques, acharnés et indifférentes à la mort. Tout ici était souillé. Tout devait être purifié. La guerre fait de nouveau rage, et seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. Seuls les vainqueurs pourront s'emparer des planètes de Korava. On ne sait que peu de choses, et on n'en saura probablement guère plus, au sujet du déclenchement de la tempête Warp qui vint frapper la 4e planète habitable du système de Korava. On ne saura jamais si les gardes impériaux avaient sombré dans l'hérésie ou si la tempête les a surpris. Il ne fait en revanche aucun doute que dans l'œil de cette tempête se trouve le repère des Space Marines du chaos et qu'au cœur de cet antre se trouve un réseau de temples païens sanglants liés inextricablement à la tempête elle-même. Si la tempête Warp, en perpétuel mouvement, a pu faiblir ou évoluer ici et là, un lien permanent avec le Warp a été maintenu entre ces temples. Un champ chargé d'immatéria y tournoyait, tuant tous ceux qui ne s'étaient pas intégralement voués au chaos. Dans ce rayonnant champ d'énergie mortelle, on pouvait voir d'étranges formes danser et hurler. Tout prétendant à la conquête de cette citadelle impie devait parvenir à dissiper le champ chaotique qui la protégeait. Y pénétrer tenait du suicide. Tant qu'il serait là, rien ni personne ne pourrait atteindre les forces du chaos qui régnaient en son centre.
Je les sens. Ils approchent. Leur sang coulera à nos pieds. Du sang pour le dieu du sang. Oui! Nous étancherons notre soif de mort, de chaos, de terreur, oui! Les voilà. Qu'ils approchent. La terre elle-même vous empoisonnera. Des démons apparaîtront du warp dans votre dos. Nous frapperons de toutes les directions et vous pousserez des cris d'horreur et d'agonie. Le son de votre faim résonnera dans votre crâne, dans votre âme. Vous tremblerez et votre sang viendra nourrir le dieu du sang. Qu'il vienne, nous sommes fin prêts. Notre dévotion, notre sacrifice. Oh, l'horrible fleur du chaos va se faner et mourir. Ce monde est en train de nous échapper. Je serai leur dernière vie. À leur arrivée dans le système de Korava, les Eldar Noirs avaient été aussi ravis de mener des raids contre l'Alpha Légion que contre tout autre adversaire situé à portée. Mais la position des Space Marines du Chaos, juste sous leur base lunaire, devint bientôt trop menaçante. Le grand voïvode Taril considérait tous les chefs du conflit de Korava comme des idiots, à l'exception de deux, la grande prophétesse Kaeris et le seigneur Charon. Eux seuls étaient capables de savoir où chercher ces flottes de raiders et de ravageurs. Avec l'accroissement de la puissance des Eldar Noirs, Taril décida de saisir sa chance d'éliminer l'Alpha Légion du système. Avec une vitesse et une efficacité implacables, ses forces attaquèrent la péninsule d'Iseult. La sauvagerie et les abominations du chaos ne les abattirent pas, mais leur ouvrirent au contraire l'appétit. L'Alpha Légion combattit héroïquement, mais fut débordée. Les pillards de la cabale du Cœur Noir capturèrent par centaines des adorateurs et des Space Marines du chaos blessés. Certains furent remis à leur maître, les autres furent consommés lors du grand festin d'âmes qui suivit la victoire. Ce n'est pas un secret. C'est le Big Boss Gorguts en personne qui mena la WAG lors de la guerre de Korava. Mais qui commandait-il? Des archives impériales indiquent que ces orques se trouvaient à Korava depuis au moins un millénaire. Il semble qu'ils aient accueilli Gorguts comme un héros attendu depuis longtemps. Ces coriaces orques de Korava avaient parfois contrôlé les 4 planètes du système, et parfois étaient confinés dans leur place forte secrète des monts Roclo. Personne n'avait jamais réussi à s'emparer de leur vaste repère et les orques estimaient la chose impossible. Par le passé, ces orques étaient toujours venus s'y réfugier au premier signe de défaite. Gorguts considérait ce comportement comme indigne des orques. Il leur dit qu'il fallait être prêt à encaisser 1 ou 2 tirs de bolter si l'on voulait gagner. Et Gorguts ne vivait que pour vaincre. Selon la stratégie de Gorguts, il n'était plus question d'assurer l'invincibilité de la place forte. Mais cela ne signifiait pas qu'elle était sans défense. Atteindre le repère était une chose, pénétrer ses défenses en était une autre. Voyez ça, Big Boss Gorgus? C'est la plus forte et la meilleure place qu'un orc ait jamais eue. Ah bah ouais, hein? Y a jamais eu d'humain ici, jamais. Avec les montagnes Roclo tout autour, y a qu'un chemin pour entrer.
Et même s'ils arrivaient à entrer, ils tomberaient sur tous les orques. Oh, et les nobs, et les chars, et aussi les squigots. Et s'ils battaient tout ça? Alors on leur enverrait les chasses à bombasses, on en ferait de la purée. On a des guetteurs qui travaillent jour et nuit. Tous ceux qui se pointent et qu'on voit qu'ils sont pas des orques, on les crase en 10 000 morceaux. Boss! Boss! Des ennemis dans le campement! Quoi? Dans le campement? Faut les arrêter avant qu'ils découvrent le coin qui tue! Les tambours! Frappez les tambours! Chopez-les! C'est quoi le coin qui tue? Ouag! Le tambour! Il faut tenir le coin qui tue! La meilleure place, orc, hein? Ma place orque! Mon magnifique place orque! Ras-le-bol de tout ça! Allez les boys, on tire d'ici! L'incursion désordonnée des orques avait irrité une fois de trop le grand voïvode Taril, qui commençait à se lasser de leur présence sur le champ de bataille. Les Eldar noirs, à l'ouïe et à la vue acérée, trouvèrent sans difficulté la forteresse prétendue secrète des orques de Khorava. Le nombre impressionnant de ces brutes vertes compliqua la prise de la redoute, mais Taril l'emporta. De nombreux cadavres d'orques vinrent orner les ponts des raiders et des ravageurs. De nombreux orques devinrent les jouets de Taril et de son tourmenteur Grumenel, ou furent expédiés comme tribut à Comorag. Hélions et raptors furent envoyés dans les cols étroits afin de traquer les orques qui avaient pu fuir. Pendant ce temps, le seigneur Taril lui-même fouilla le camp à la recherche de Gorguts, mais en vain. Le grand voïvode avait espéré pouvoir éviscérer de ses mains le Big Boss orc, mais il l'avait contraint à la fuite, et cela suffirait pour l'instant. Le vaste complexe militaire Tau, situé sur la deuxième lune de Khorava II, avait toujours répondu à des objectifs plus lointains que la guerre actuelle. Dans un système stellaire dominé par les Tau, ce complexe devait devenir un avant-poste clé des frontières de l'Empire. Cette base lunaire avait été baptisée Nan Yanoi, ou Lune épée, en référence au puissant canon Arca qu'elle abritait. Cette arme pouvait expédier un faisceau ionique dévastateur sur tout territoire, de n'importe quelle planète du système. Fortifications massives et réseaux antiaériens ne suffirent pas aux architectes de la caste de la Terre de Nan Yanoi. Ils y ajoutèrent un ambitieux système de défense périmétrique orbitale, armé de canons à ions similaires au canon Arca, mais ajusté afin de ne toucher que les intrus, et d'épargner tout dommage aux infrastructures de Nan Yanoi. Une fois achevé, Nan Yanoi devait être imprenable. Malheureusement, la place forte Tau a été attaquée avant d'être terminée. De nombreux moyens et fortifications n'étaient pas encore totalement opérationnels, en particulier le système de défense périmétrique. S'il était possible d'éliminer une flotte d'invasion, il était plus difficile de se protéger d'une petite force entrée par l'une des brèches des défenses extérieures. La difficulté demeurait énorme, mais la possibilité ne pouvait être écartée. Nous saluons votre auguste présence, Onrohir.
Je vois que nos ingénieurs de la caste de la Terre ont fait d'énormes progrès dans la construction de la base de Nanyanoï. Oui, votre éminence, elle est presque achevée. Il ne reste que quelques brèches dans les défenses périmétriques, et elles sont sous bonne garde, en attendant que le système de défense orbitale soit opérationnel. Réglage des stabilisateurs. Prêt à tirer. Excellent! Et ce canon Arca que vous avez construit, une pure merveille d'après ce qu'on m'a dit. En effet, depuis cette lune, nous pouvons tirer sur toute région habitable du système de Korava. Souhaitez-vous l'inspecter vous-même? Il ne s'attaque qu'aux formes de vie évoluées et ne cause aucun dégât aux bâtiments et à la végétation. C'est en effet vraiment remarquable. Nos défenses orbitales utilisent les mêmes technologies. L'ensemble est contrôlé de cet endroit. Qu'y a-t-il? Notre périmètre a été franchi. Je dois m'en occuper. S'il vous plaît, Votre Excellence, rejoignez le centre de coalition. Oui, cela vaut mieux. Déployez des cibleurs. Localisez la source de la brèche et veillez à ce que les intrus ne réussissent pas à prendre pied. Activez tous les guerriers de feu et toutes les escouades de Krutz. Espérons que nos défenses réussiront à les contenir. Ne laissez pas la proie s'enfuir! Ne laissez pas la proie s'enfuir! Noble éthéré! Oh, nous vous avons perdu! Nous n'avons plus rien! Bien qu'incomplètes, les puissantes fortifications de la base lunaire de Nanyanoï avaient été érigées afin de résister aux armes lourdes et aux flottes d'invasion. Lors de leurs méticuleux préparatifs, les Tau n'avaient pas tenu compte de la vitesse d'attaque des Eldar noirs. Peut-être parce que les précédentes rencontres n'avaient pas laissé de survivants Tau susceptibles de donner l'alarme. Quoi qu'il en soit, l'attaque fut si rapide que de nombreux guerriers de feu n'eurent pas le temps de saisir leurs armes pour mourir dignement. Ils se retrouvèrent plongés dans un enfer sans nom, au cœur des chambres de torture de Lacuné et de Komorrag. Après la bataille, Asdrubal Vecht honora la base conquise de sa présence et présida le banquet monstrueux organisé le soir de la victoire, dévorant avec délectation le cœur de l'éthéré mourant. Les Blood Ravens avaient appris les vertus de la vitesse et de la mobilité à la dure, sur le terrain. Le commandant d'armée boréale, qui avait étudié auprès du célèbre commandant Angelos, chercha à dépendre le moins possible de structures défensives statiques. Par conséquent, au lieu d'établir un commandement central de Space Marines, il laissa des compagnies entières à bord des vaisseaux orbitant autour de Korava 2. Elles étaient prêtes à frapper en profondeur n'importe où, y compris à l'intérieur du quartier général des Blood Ravens. En cas d'attaque ennemie, une grêle de modules viendrait protéger la place forte et plonger les ennemis des Space Marines sous un déluge de super soldats et de dreadnoughts. Le commandant d'armée boréale était sûr de son plan. Sa meilleure arme était la supériorité de ses Space Marines. Qui pourrait venir à bout d'une tactique défensive aussi rapide et dévastatrice ? Commandant Boréal, troupes ennemies dans le périmètre. Où? Cadran sud. Mais elle se déplaçait. Position actuelle, inconnue. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, mes frères. Space Marines, maintenant, l'ennemi est à nos portes. Nous connaissons notre devoir et l'accomplirons. Nous nous battons pour l'honneur des Blood Ravens, des Space Marines, mais également au nom de l'Empereur. Et si jamais nous mourrons, nous le ferons dans la gloire. Nous mourrons en héros. Mais ça n'arrivera pas. Non.
c'est l'ennemi qui mourra et sera vaincu. Vous savez, la plupart de nos frères sont stationnés dans l'espace, prêts à frapper fort. Nous avons constitué notre périmètre en imaginant que nos ennemis seraient audacieux et stupides. Nous avons placé de nombreuses balises qui nous permettront de procéder à des frappes simultanées et dévastatrices en profondeur. Space Marines, à l'attaque! Le Codex Astarte appelle cette manœuvre pluie d'acier. Nous fonderons droit sur l'ennemi, nous le déborderons, aucun ne survivra. Pendant ce temps, les forces au sol défendront notre quartier général. On est les Space Marines, on est la fureur de l'Empereur. On a failli. Les Eldar noirs haïssent bien plus de choses qu'ils n'en craignent. Aux yeux du grand voïvode Taril, ces Space Marines Blood Ravens étaient une grande cause d'écœurement. Ils étaient du côté de l'ordre, de l'arriviste race humaine, et par-dessus tout, se prétendaient les meilleurs guerriers de la galaxie. Cela ajoutait l'insulte à la haine. Ils considéraient comme un affront personnel la simple idée qu'on puisse être aussi redouté que sa cabale du cœur noir. Le moment était venu de prouver sa supériorité et de punir les Blood Ravens pour leurs crimes. Exister. Taril fut ravi de vaincre ces soldats de renom, surtout compte tenu de la résistance que les Space Marines avaient offerte. Il arrive qu'on se lasse de jouer docile, mais aucun Eldar noir ne se sent aussi vivant qu'après avoir remporté la victoire en échappant de peu à la défaite et à la mort. Le grand voïvode considéra que le plus grand hommage à rendre au commandant Bloodraven était d'accrocher sa tête réduite à sa ceinture de guerre. La bataille de Solitude devint un souvenir que le grand voïvode se rappela avec délectation pendant de nombreuses années. Le QG de la garde impériale, situé dans le poste de Dussala sur la ville-planète de Korava 1, était également le principal site de production de Baneblade du système. Sous le commandement ferme et avisé de leur nouveau gouverneur général, Vance Stubbs, les gardes furent de nouveau bien armés, approvisionnés et organisés. Tout attaquant serait soumis à une impressionnante puissance de feu. Depuis le déclenchement de la tempête Warp sur Korava 4, la garde impériale avait essuyé une série de déconvenues, la perte des 3/4 de ses hommes n'étant qu'un début. Le général Stubbs était décidé à triompher de toute adversité. Malheureusement, un régiment entier de chars Baneblade, le super engin blindé de la garde, avait été expédié le jour même vers divers territoires du système de Korava. Le quartier général du poste de Dussala était par conséquent dépourvu du moindre Baneblade, mais il disposait d'usines. Des pièces, munitions et équipages furent amenés par convois vers les bâtiments de modèle Mars qui produisaient les chars. Ces convois devinrent à la fois le point le plus faible de la garde et son plus grand espoir. Et pour les hommes,
C'est tolérable. Le moral? Bon au centre, moins bon au front. Et les pertes? Même chose. Des exécutions? 20 aujourd'hui, et 12 pour lâcheté devant l'ennemi. Et côté Ben Blade? Équipage, munitions et pièces vont arriver par convoi comme prévu. Comme vous le savez, il faut des équipages convenablement formés pour tirer le meilleur d'un... Je sais. Très bien, Général. De combien en disposons-nous? Malheureusement, Général, une cargaison de 100 Ben Blade vient d'être expédiée. Je vois. Regardez. C'était une belle ville autrefois. Témoignage de la lumière de l'Empereur. Un centre industriel. Mais aujourd'hui... Commissaire, j'aimerais que cette ville soit reconstruite. J'aimerais voir des tours et des flèches d'un blanc éclatant. J'aimerais voir nos hommes en train de défiler et non monter la garde. J'aimerais que chaque ville de cette planète, que chacune des colonies de ce misérable système produise pour l'industrie de l'Imperium, au nom de l'Empereur. Au nom de l'Empereur. Mais pour que ce rêve prenne forme, il faut d'abord chasser de ce système ces damnés xénos et hérétiques et monstres et fanatiques. Et pour cela, cette base, notre centre de commandement, doit être à l'abri de tout risque du harcèlement. Nos troupes sont prêtes, nos chars et nos sentinelles. Et si l'Empereur le veut bien, bientôt aussi nos Ben Blade. Dites-moi, commissaire, sommes-nous au point ou serons-nous des agneaux menés au massacre? Bien, nous ferons ce que nous pourrons pour l'emporter. Nos technogures ont pu mettre au point un canon basilisque amélioré, n'est-ce pas? Nous pouvons l'utiliser? Très bien, Général. Il ne faut qu'un observateur d'artillerie. Plaçons notre foi dans l'Empereur Dieu. Au nom de l'Empereur. Espérons que ça fera l'affaire. Comme toujours, nous aurons foi en l'Empereur. Tout ce que j'ai défendu, toute mon œuvre, écrasée, laminée. Tous ces hommes courageux qui sont morts pour ce foutu, ce maudit système. Même si mon armée est en ruine, je n'ai pas fini de me battre. Et je me rappellerai qui sont mes ennemis. À mon signal, chargez! Voïvode Eldar Noir Taril, la garde impériale était une énigme. Il la considérait comme un arbre chargé de fruits mûrs, mais les branches avaient des épines, et les fruits une coque épaisse. Après avoir été piqué une fois de trop par ces épines, le grand voïvode prit son sabre afin d'abattre le tronc. Les blindés lourds et l'artillerie du commandement central de la garde impériale exaspérèrent les forces de Taril. Mais à force de terreur, de poison et de vitesse inhumaine, elles écrasèrent le régiment de l'Imperium. L'affaire fut rondement menée. Une fois l'arbre abattu, Taril put en cueillir les fruits sans difficulté. Il en dévora quelques-uns et en expédia d'autres à ses maîtres. Les Eldar noirs se retournèrent ensuite contre des victimes aux épines moins nombreuses et à la coque moins résistante. On ne saura peut-être jamais ce qui réveilla les froides légions de Nécrons des vastes cryptes de la côte sud de Khorava III. Des archives impériales laissent entendre que des équipes d'exploration de la garde impériale ont été envoyées sur la côte d'Imossa quelques mois avant le conflit. On évoque aussi l'influence étrange de la tempête Warp, qui aurait pu troubler le sommeil des Nécrons. Un complexe antique émergea des sables arides d'Imossa, à la fois cimetière, centrale énergétique et caserne. Tandis que les scarabées bâtisseurs dégageaient la structure du sable et rétablissaient les circuits, sa forme symétrique et sans vie apparut. Il en émanait les pulsations lumineuses vertes de l'étrange énergie qui alimente les Nécrons, présente en quantité considérable, assez pour alimenter une infinité de monolithes et de soldats Nécrons.
Quiconque assez fou pour attaquer cette nécropole exhumée devait juguler ce flux d'énergie. Elle est en effet la source de la puissance des Nécrons, et si l'on n'y prend pas garde, cette puissance devient vite insurmontable. Ils arrivent. Je vous donne mon énergie, buvez-la, et debout. Ils vont tous mourir. Ils vont rejoindre l'armée de la mort. Était antérieure à la scission qui les avait éloignés de leurs cousins du vaisseau monde, les Eldar noirs n'avaient pas oublié les affrontements sanglants entre leurs lointains ancêtres et les Nécrons. Ces redoutables machines résistaient bien à la piraterie des Eldar noirs. Les Nécrons étaient toujours armés, et si leur carcasse abritait bien une âme, elle était faible et desséchée, et ne pouvait être torturée avant d'être fauchée. Les vaincre était une nécessité peu réjouissante. Leur manque d'entrain ne diminua en rien la férocité des Eldar noirs. Ils dansèrent et tirèrent sur leurs ennemis immortels dans l'abandon le plus total. Rien ne put les arrêter. Ni les légions de Nécrons, ni la menace des grands monolithes, ni même l'apparition du grand déciveur appelé à l'aide. Malheureusement, rien non plus ne leur permit de célébrer leur victoire. Pas d'esclaves, ni de butin. Leur devoir accompli, les troupes de Taril quittèrent les lieux à la recherche d'ennemis capables de saigner, d'implorer et de hurler de douleur. Les sœurs de bataille se reposent largement sur leur foi. C'est à la fois leur soutien et leur bouclier. En abordant le système souillé de Khorava, le confesseur Turgenum Marsh comprit rapidement qu'il faudrait beaucoup de lumière sacrée et de feu pour purifier les 4 planètes. Il fit venir la sainte vivante Anaïs dans son bastion principal de Sama, sur Khorava 1. Grâce à un cérémonial antique secret, la sainte vivante fut nimbée de l'aura impénétrable, un voile d'invincibilité qui, estimait-il, écarterait tout risque de défaite. Protégées par cette aura impénétrable, les sœurs de bataille avancèrent avec assurance.
Qui, en vérité, oserait s'opposer à elle? Face au chaos et aux villes Xéno, les sœurs de bataille redoublèrent de prières et de pénitence, et se battirent avec acharnement. Elles en vinrent à croire que la victoire était la seule issue possible. L'idée que quiconque ose s'en prendre à leur puissant bastion était impensable, et celle de sa chute encore plus inimaginable. Bien, la voilà. Mes sœurs, la sainte vivante de l'empereur, Sainte Anaïs, fléau des hérétiques. Maintenant, au nom de l'empereur! Bien. Là, c'est fait. Puisse la bénédiction de l'empereur nous rendre victorieuses, mes sœurs! Grand merci, honoré martyr. Bien. C'est donc vrai? Ces temples bénis confèrent l'invincibilité? Eh oui, chacun d'entre eux renferme une authentique relique sacrée de l'ecclésiarchie. Maintenant que les temples ont été bénis par une sainte vivante, ils confèrent à travers elle une aura impénétrable, telle que l'a décrite et parfaitement maîtrisée le grand ecclésiarque Jonasia Vonis. Et partout où elle va, aucun mal ne peut nous atteindre. Exactement. Ni nos propres personnes, ni ce qui nous appartient. Une chandelle pure et brillante dans une mer de fange et de ténèbres. Ça, c'est bien dit, chanoinesse. C'est un système souillé. Et peut-être même irrécupérable. Alors nous le purgerons par le feu. Je n'ai encore jamais vu de cendre s'avérer déloyale envers l'empereur. Est-ce que tout est prêt? Oui, maîtresse. Bien. Ces prétendus conquérants vont goûter à notre feu et notre foi. L'empereur va les châtier à travers nous. Mes sœurs, nous devons devenir martyrs. On doit toutes brûler! Brûlons! Dès l'entrée des forces du grand voïvode Taril dans le district de Sama, on vit s'opposer la vitesse et le feu, la cruauté empoisonnée et la piété fervente. Malheureusement pour les sœurs de bataille, elles ne parvinrent pas à contenir la puissance des Eldar noirs. Les pillards de la cabale du Cœur Noir déferlèrent comme un torrent dans la cité impériale, détruisant les remparts de la sororité. Les Eldar noirs fondirent sur nombre de sœurs de bataille avec une vitesse telle qu'elles n'eurent même pas le temps de choisir le martyr. À la place, elles devinrent les esclaves et les jouets des Eldar dénaturés. Ils ne laissèrent sur place qu'une seule d'entre elles, que les tortures avaient rendue folle, afin qu'elle puisse un jour instiller la terreur dans le cœur d'autres sœurs en marmonnant les horreurs qu'elle avait vues. Plus que toute autre race, les Eldar s'intéressent au lointain passé et au lointain avenir. Dans ses visions, la grande prophétesse Kaeris perçut le réveil de leurs anciens ennemis, les Nécrons, sur Khorava 3. Une porte warp, inutilisée depuis de nombreux millénaires, reprit vie,
En un clin d'œil, une étendue déserte de cette planète désolée devint une base bourdonnante d'où se déversa l'armée des Eldar. Tout aussi rapidement, cette place forte disparut, occultée par un artifice Eldar. Les Eldar savaient depuis longtemps qu'aucun rempart, aussi puissant soit-il, ne pouvait arrêter la lente mais implacable progression des Nécrons. Seule l'illusion et la tromperie pouvaient y parvenir, et les Eldar étaient passés maîtres en la matière. Les Eldar avaient mis sur pied un défi redoutable pour leurs ennemis, usant de toutes les feintes et duperies de leur arsenal. Cette place forte n'était pas une simple base, un simple point stratégique, un simple site abritant des secrets Eldar. Non. Au fil de sa longue histoire, elle était devenue sacrée aux yeux des Eldar du vaisseau monde, et ils allaient la défendre comme elle le méritait. Ils approchent. Sommes-nous prêts? Oui, nous le sommes, mais Oui, est-ce qu'il le faut? il le faut. Nous devons les duper. Ils viendront, prévoyant l'évidence, la candeur, la bêtise. Ils attaqueront des ombres, avec l'esprit et le cœur troublé. Pendant ce temps, nous surgirons invisibles de 10 directions et de chacune d'elles porteront un coup fatal. Connaissez-vous l'histoire de ce lieu que nous appelons Esselir Tanil et que les jeunes races nomment plateau désertique? Je crois que les Eldar y avaient établi un camp de guerre. Il y a longtemps. Oui, c'est cela. Nos ancêtres sont venus ici affronter les Nécrons à l'époque où ils formaient un raz-de-marée balayant l'univers. Ce système était l'un de leurs lieux de rassemblement, de leur creuset de mort. Nos ancêtres les ont écrasés ici. Nous avons établi notre centre d'opération ici, comme une illusion. Pas une armée, pas un seul déploiement n'a pu en découvrir les secrets. Et jamais ça n'arrivera. Non, c'est bien plus qu'une illusion. C'est un piège génial que nos ancêtres ont dressé ici. C'est un filet couvert de feuilles où vient prendre place la naïve bête sauvage, attirée par un quartier de viande pour se retrouver vulnérable, piégée, à la merci du chasseur. Non, nous garderons notre secret. On ne peut pas frapper une cible qu'on ne trouve pas. Nous n'abandonnerons pas notre tête de pont. Korava a été nôtre, et elle le sera de nouveau. Comme vous comprenez mal les Eldar, vous êtes tombés dans notre piège. N'espérez pas en sortir vivant. Bah, cours tant que tu voudras, Kairis. Je suis en colère. Je suis plus rapide que toi. Et quand je t'attraperai, ta mort sera lente et délicieuse. Vous ne savez même pas où nous chercher. Et vous serez morts avant de nous avoir trouvés. Là de tirer sur des ombres et des illusions. Partez tant que vous le pouvez encore. Ah, un autre quartier général caché. Toujours les mêmes vieux tours de lâche, hein? Vous pensez que ça nous retardera longtemps? Nous sommes venus il y a très très longtemps. Nous avons affronté nos ennemis immortels, les Nécrons, et vaincus. Aujourd'hui, nous avons perdu. S'ils reviennent, comme une nuée de criquets, d'autres devront les arrêter.
plus là. Les Eldar n'oublient pas facilement. La branche noire de leur espèce, qui avait fait sécession de ses cousins des vaisseaux mondes il y a de nombreux millénaires, leur vouait toujours une haine ancestrale. Depuis son arrivée dans le système, le grand voïvode Taril avait gardé un œil méfiant sur les activités de la grande prophétesse Eldar. Sa nature dépravée l'empêcha de résister longtemps à l'appel de cette haine tenace. Lorsqu'il se sentit assez fort, il lança sa bande de pillards assoiffés de sang à l'assaut de la place forte Eldar d'Essel Ir-Tanil, nom donné par l'Imperium au plateau désertique. Le grand voïvode Taril et la grande prophétesse Kaeris s'affrontèrent à l'aide des mêmes armes, vitesse, ruse et dérobade. Mais les Eldar noirs eurent finalement raison de leurs ennemis. La joie sauvage avec laquelle ces guerriers malmenèrent les Eldar prisonniers fut bien plus intense qu'elle n'aurait pu l'être pour toute autre race. Naturellement, le gros des otages fut réservé à Taril et à ses supérieurs. Cependant, malgré tout son butin, Taril fut très déçu d'apprendre que la grande prophétesse avait pu fuir et ne serait jamais son jouet. La victoire demeurait néanmoins de taille et allait améliorer son statut parmi les grands voïvodes de la cabale du Cœur Noir. Une fois la dernière menace écartée, les Eldar noirs purent parcourir librement le système de Khorava, pillant et saccageant en toute impunité, tels des criquets. Les membres de la cabale du Cœur Noir noircirent les cieux de leurs engins et mirent à sac territoire après territoire, emportant sur leur passage prisonniers et butins. Ces raids furent menés avec une vitesse et une avidité remarquables. Rien ne leur échappa, rien ne les égalait. Dans leur quête, les sens aiguisés des Eldar noirs semblaient capables de percer tous les camouflages. En peu de temps, tout le système de Khorava fut intégralement dépouillé et privé de vie. Sur la lune de Lacuné, de nouvelles cages vinrent rejoindre celles déjà remplies de captifs. Le grand voïvode Taril et son maître, le seigneur Vect, dégustèrent des coupes remplies des âmes de leurs ennemis. Le tourmenteur Gruménel ricana de plaisir devant ses victimes. La tempête Warp se dissipa doucement, et les Eldar noirs, eux aussi, s'évanouirent. Ils avaient regagné la toile pour célébrer leur victoire avant de partir à la recherche de nouveaux mondes à piller et à asservir.